J'ai plus beaucoup d'espoir en nous, les vieux. Je nous trouve désespérants, je nous trouve cyniques, je nous trouve brutaux, égoïstes, irresponsables, dangereux. Donc je me tourne vers les jeunes, parce qu'en fait, il va falloir que vous soyez sans pitié pour le cynisme, sans pitié pour les concessions qui sont faites par ceux qui sont aux responsabilités, pour que vous exigiez un minimum de générosité, un minimum de responsabilité, parce que on va au-devant de quelque chose qui est inimaginable. On a du mal à se rendre compte de la gravité de la situation parce qu'on a des tout petits cerveaux et qu'on n'est pas capable de prendre en compte l'ampleur d'un désastre. Et connaissant peut-être un petit peu mieux les océans que d'autres phénomènes, je me sens obligée de rappeler que ce qui se passe est sans précédent. Non seulement en termes d'effondrement de la biodiversité, mais aussi en termes de phénomènes climatiques en cours. Et c'est fou qu'on ne pense pas qu'à ça, du matin au soir. On a encore ce week-end une publication scientifique qui est sortie, qui nous dit qu'il y a une très forte probabilité d'un effondrement de la circulation thermohaline. Est-ce que vous êtes familier de ce que c'est que le courant AMOC, la circulation thermohaline? Ceux qui connaissent la circulation thermohaline, est-ce que vous pouvez lever la main? Là, on sent qu'on est sur un public vraiment érudit. Donc la circulation thermohaline, c'est la circulation des masses d'eau. C'est le grand climatiseur de la planète. C'est le fait qu'on prenne des masses d'eau chaudes qui ont absorbé les radiations solaires et l'excédent de chaleur, y compris des excédents de chaleur causés par nos activités humaines, et qui va circuler dans la planète, se refroidir au pôle, couler, et permettre cette espèce de grande circulation. C'est comme un tapis roulant permanent qui permet de réguler, c'est le climatiseur de la planète. On connaît le Gulf Stream, parce que nous sommes européens et centrés sur l'Europe, mais en réalité le Gulf Stream est un composant minime de ce grand courant mondial qui s'appelle la circulation thermohaline, et en anglais on appelle ça AMOC. Eh bien, une publication qui nous dit qu'il y a de très fortes chances que le courant AMOC s'effondre avant la fin du siècle. Si le courant AMOC, donc la circulation thermohaline, s'effondre, c'est une redistribution des cartes tellement rapide des conditions météorologiques et climatiques sur Terre que ce seraient des temps qui pourraient se modifier en quelques semaines. Ce serait tellement violent climatiquement que ça ne permettrait pas l'adaptation de l'humanité. Moi, je lis ça vendredi soir, sérieusement, j'ai juste envie de pleurer. Vous voyez, il y a un moment, en fait, ça me fait plus rire tout ça. Et pourtant, le lendemain matin, on se lève et les gens vont vous dire « je pars en week-end à Marrakech, je vais prendre ma voiture pour faire mon petit week-end machin » et on continue comme si de rien n'était. On a en ce moment la certitude que les glaces s'effondrent et que les systèmes glaciaires sont en train de s'effondrer. On a une nouvelle publication qui vient de nous dire que le point de non-retour pour la fonte des glaces au niveau mondial se situe entre 1,7 et 2,3 degrés. Et on sort de l'année la plus chaude depuis l'ère pré-industrielle. On sait qu'on est dans des niveaux de réchauffement qui ont déjà dépassé 1,5 degré. 1,5 degré, ça devait être l'objectif de l'accord de Paris à la fin du siècle. On y est. Donc on s'approche des points de non-retour. On est en train de dépasser toutes les limites planétaires. Qui créent quoi? De l'insécurité pour nous. Parce que les animaux, les écosystèmes naturels, on les a déjà détruits. Dans l'océan, on a déjà fait disparaître plus de 90% des poissons prédateurs. Les thons, les marlins, les grands animaux. Les baleines, on en a déjà tué plus de 3 millions, c'est-à-dire qu'on est arrivé à faire avec cette biomasse vivante la plus grande tuerie d'animaux vivants, de matière vivante sur Terre. Donc on a déjà fait ça. Les risques, c'est pour qui? C'est pour nous. La planète, d'une façon ou d'une autre, continuera son existence. Il y aura des virus, des bactéries, des organismes.
C'est nous qu'on est en train de détruire. C'est vous, votre avenir, nos enfants. Et on a fait des enfants. Et on continue à se laver les mains et à agir pour optimiser les profits, pour optimiser la carrière politique, pour faire des petits deals et éviter de remettre en cause le confort insensé du Nord, alors que le Sud se retrouve dans des états de précarité et de danger immédiat. On est en train de tuer littéralement les pêches vivrières autour du monde en envoyant, avec de l'argent public, nos impôts d'Européens, des bateaux gigantesques, mais des bateaux qui font jusqu'à 140 mètres. On les envoie en Afrique, détruire les fonds marins, détruire les ressources et détruire les emplois. Donc au Sénégal, toute la côte ouest de l'Afrique et maintenant la côte est, on a envoyé notre surcapacité de production industrielle. Et on est en train de faire des désastres. Tout ça sur la base en plus d'argent public, parce qu'il faut se rendre compte que les pêches industrielles ne seraient pas viables. Elles ne sont pas rentables sans argent public. Alors qu'en fait, en plus, quand on regarde factuellement, rationnellement, on pourrait organiser une transition juste, sociale, écologique des activités. On vient de le faire, vient de faire un travail de recherche avec un groupement scientifique et on a regardé en fait que factuellement, si on voulait créer de l'emploi dans le secteur de la pêche, on pourrait. Il faudrait commencer par protéger l'océan, il faudrait commencer par remonter les abondances parce qu'on a détruit les poissons et les populations d'animaux marins à une vitesse absolument effroyable. Et en Europe, plus qu'ailleurs, on a les eaux les plus chalutées du monde, les plus détruites en permanence par des engins destructeurs. Et si on voulait organiser une vraie transition juste et écologique et sociale, on pourrait. Ça bénéficierait au plus grand nombre. On pourrait recréer des communautés de pêcheurs, vivriers, artisans sur nos littoraux. Mais qu'est-ce qu'on fait comme choix ? On laisse des politiques faire des chèques en blanc avec de l'argent public à des grands destructeurs. C'est un minimum de bateaux, 3 à 4% de bateaux qui récupèrent la mise et dont on paye la facture de carburant notamment pour détruire en fait des emplois. Et on vient de quantifier que ces grandes flottes chalutières, par exemple les engins qui sont tractés sur les fonds, génèrent 2 à 3 fois moins d'emplois que les pêcheurs côtiers, alors qu'ils récupèrent par kilo de poissons débarqués 2 fois plus de subventions, et que ce sont eux qui sont responsables de la plupart des émissions de CO2. Tout ça n'a absolument aucun sens, vous voyez. Et donc il y a certains secteurs, on peut dire c'est compliqué d'organiser la transition, l'aviation, l'avenir est pas... Non, ça va plutôt partir sur une destruction d'emplois, il va falloir créer des emplois ailleurs pour récupérer les emplois de l'aviation. Mais sur les systèmes agricoles, sur les systèmes alimentaires comme la pêche, on peut créer de l'emploi, on peut éliminer des subventions néfastes, on peut récupérer de l'argent public pour aller vers de la vertu sociale et écologique. Est-ce que c'est ce qu'on fait? Mais pas du tout. Pas du tout. On fait le contraire. On met des chèques en blanc. Et là, en France, on organise même que la taxe qui est liée à l'éolien offshore va alimenter le secteur de la pêche pour continuer à faire des chèques pour payer les factures de carburant de ces grands engins destructeurs. Donc à un moment donné, il faut passer par arrêter de prendre de l'argent public pour détruire la planète. Et on n'en est pas du tout là. Donc les enjeux sont gigantesques sur tous les sujets. Le changement climatique n'est pas la première cause de destruction historique de l'océan, c'est la pêche industrielle. Donc déjà se mettre ça en tête. Et pourtant, le changement climatique va tellement vite qu'il est en train de rattraper la pêche industrielle comme premier facteur de destruction de l'océan. Donc on est en train de faire monter les masses d'eau par la fonte des glaces et par l'expansion thermique de l'eau. On estime que d'ici 2100, on peut avoir entre 60 cm et 1 mètre de plus sur l'ensemble des littoraux du monde, là où vivent 11% de la population mondiale. Donc on est sur une réorganisation massive des flux humains. Sous l'eau, ce réchauffement climatique génère aussi une réorganisation massive de la vie, puisque les canicules marines, ne serait-ce que là, depuis 1982, ont doublé. Et l'expansion, on va dire, de leur nombre, elle ne fait qu'être exponentielle. Donc ce qui se passe sous l'eau et au-dessus de l'eau est vertigineux.
C'est maintenant qu'il faut agir. C'est maintenant qu'il faut prendre les bonnes décisions. L'Union européenne a exactement jusqu'en 2027-2030 pour faire ces grandes bascules systémiques, pour prendre de l'argent public et le flécher vers de la vertu sociale et écologique, pour résister aux lobbies, pour résister aux tentations de faire des deals dans le dos des citoyens, pour alimenter et conforter les lobbies industriels qui ont un intérêt financier à détruire des biens communs. Et ça ne va pas se faire tout seul. Parce que les politiques tiennent des discours, certains agissent, et je pense que ceux que vous entendrez aujourd'hui sont ceux qui font partie des acteurs du changement à l'intérieur des institutions, mais il y a des vraies forces de résistance. On ne veut pas remettre en cause les profits individuels, les profits collectifs quand ils sont collectivisés au niveau des multinationales, on ne veut pas trop responsabiliser les entreprises, et ces forces de résistance sont aujourd'hui dans les institutions bien plus nombreuses que les forces humanistes, progressistes, écologiste. Je sais que c'est dur de vivre avec une conscience en un instant T qui réunisse tout notre savoir. C'est impossible. Il faudrait être un ordinateur pour avoir en soi, à un instant donné, toutes les connaissances des rapports du GIEC, toutes les connaissances des rapports qui sont faits par l'IPBES, qui est l'équivalent du GIEC pour la biodiversité, pour avoir conscience d'un côté des phénomènes climatiques ahurissants qui sont déjà en cours, et pour avoir la conscience de tout ce qu'on a perdu du point de vue de la biodiversité, de tous les animaux qu'on a massacrés et qu'on continue à massacrer, tous les écosystèmes qu'on fait tomber, et aussi tout ce que ça génère. Et quand on regarde du côté des pêches, que ça génère, quand on est dans des méthodes de pêche destructrices, elles détruisent les forêts sous-marines. Parce qu'il faut penser à l'océan comme des forêts sous-marines. C'est des forêts animales, mais ce sont des forêts. On détruit des forêts, on détruit des animaux, on détruit littéralement des millions de dauphins, de tortues, d'animaux qui sont ciblés, qui sont attrapés par les méthodes de pêche. Mais on détruit aussi des humains. On détruit la sécurité alimentaire des peuples du Sud. On détruit les économies vivrières. Tout ça pour mettre du poisson dans nos assiettes. Donc notre égoïsme va très loin. Vivre avec ces consciences-là, ces consciences des destructions des écosystèmes terrestres, des destructions des écosystèmes marins, le changement climatique, c'est difficile. C'est écrasant. Et c'est tellement écrasant que je ne connais qu'un remède, c'est l'action. C'est prendre sa conscience, prendre son écrasement, prendre son angoisse et transformer tout ça en détermination totale, permanente, totale, l'énergie totale, et non pas totale énergie, énergie totale, détermination totale et mise sous pression totale. Et donc, vous les jeunes, il faut aller voter. Il faut aller voter. Tout ce qui est à gauche du libéralisme économique qui est dévastateur de la planète, qui ne veut pas remettre en cause les structures mêmes d'un capitalisme devenu vorace, cynique et irresponsable. Et il faut dire aux gens autour de vous que ce n'est pas la peine de s'engager dans l'écologie, dans les mouvements du climat, s'ils ne vont pas voter. Et que les amis qui vous disent « c'est super cool ce que tu fais » et qui ne vont pas voter, il faut leur dire qu'ils nous détruisent nos nuits de sommeil. Parce que moi, vous me mettez quelques députés de plus au Parlement européen, que je n'ai pas besoin d'aller supplier pour gagner des votes, pour gagner des amendements structurels qui vont faire la différence. C'est des nuits de sommeil en plus qu'on m'offre. Alors à tous ceux qui justement like nos contenus, partagent nos contenus, mais me disent « tous pourris, je ne vais pas voter », c'est eux ma cible. Eux, je leur dis « je suis désolée, vous allez voter ». Parce que sinon, c'est ma vie que vous ruinez. Parce qu'à un moment donné au Parlement européen, vous avez vu les projections pour le Parlement européen, on va se retrouver peut-être, aujourd'hui on a 18% d'extrême droite, on va peut-être se retrouver avec 25% d'extrême droite. La droite est en train d'être colonisée par l'extrême droite, ça va aller très mal, parce qu'on est en train de vivre quand même le double effondrement climatique, biodiversité d'un côté, et la démocratie de l'autre. Ça fait un peu beaucoup quand même, non?
Donc il va falloir aller voter, il va falloir dire aux gens, soyez cohérents, soutenez nos actions, soutenez nos associations, soutenez nos pétitions et tout ce que vous voulez, mais offrez-nous du temps de repos, offrez-nous des votes. Allez voter. Et puis à vos parents et à tous ceux que vous connaissez, dites-leur s'ils ont des actions, où que ce soit, de sortir des fossiles. À un moment donné, chacun doit prendre sa responsabilité. Et s'il y a un portefeuille, une banque, et on ne sait pas où ce portefeuille est investi, il faut le savoir. Il faut sortir des portefeuilles fossiles. Tous ceux qui ont une action dans les portefeuilles fossiles doivent sortir son action des portefeuilles fossiles. Tant pis pour le manque de gains. Globalement, il n'y a que ça qui va marcher, étant donné qu'on est tous promis à un niveau de douleur qui est non représentable. Et c'est ça le problème qu'on a. Comme disait le philosophe Günther Anders, il dit notre problème, c'est pas notre manque de générosité ou notre manque de responsabilité à la rigueur. Notre problème, c'est notre manque d'imagination. Le penseur du globocide, le penseur d'Hiroshima, disait le problème qu'on a en tant qu'humanité, c'est qu'on n'a pas été capable de se représenter qu'une bombe atomique pouvait pulvériser instantanément toute une ville et des générations encore après. Eh bien, c'est ça notre problème. C'est qu'on n'est pas capable de comprendre que le changement climatique, c'est le globocide. Et on est en train de pulvériser la possibilité même du vivant sur Terre. Alors on va me dire, ouais, mais toi, t'es extrême, tu t'énerves et tout. Non, non, non. Dans 10 ans, on se dira, mais il fallait aller plus loin. Il fallait parler plus fort. Il fallait hurler. Tellement c'était dingue. Et pourtant, on est là, endormis. Et on continue notre petite vie. Mais on s'en voudra tellement quand il sera trop tard. Donc c'est maintenant, on y va, on est déterminé, on suit les assauts, on vote et on met vraiment la pression à ceux qui pourraient voter pour nous faire gagner dans les institutions. Parce qu'à la fin des fins, la responsabilité, elle est politique et elle est tout de suite, maintenant. Merci beaucoup. Non, mais je me suis